face Non, on va se regarder comme ça tranquillement. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Guy Mettan pour MPCM, journaliste, avec la première question régulière, celle des 3 livres qu'il nous conseille et qui l'ont marqué dans sa vie, soit de journaliste, soit d'étudiant, soit d'homme. Alors, vous m'excusez. D'abord, merci pour l'accueil, parce que c'est un plaisir de se retrouver ici par ce beau temps de neige. Donc aujourd'hui, à Sion. Alors, c'est une question, enfin, si vous me permettez, je répondrai immodestement, puisqu'il se trouve que j'ai écrit des livres, que je commencerai par les miens, si vous me permettez. Puisque quand on écrit des livres, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie aussi, il faut y donner beaucoup de soin. Ce qui fait que, voilà, puisque vous me posez cette question, j'ose, sans vouloir trop me mettre en avant, peut-être évoquer ces 3 livres que j'ai écrits, parce qu'il y en a notamment un, je pense, puisqu'on est en Valais, qui s'appelle Le Monde à 2000 mètres, et qui est un tour du Valais à pied, que j'ai fait en été 2019 et en été 2020, en 55 étapes, qui m'ont conduit donc de Saint-Gingolph, où je suis parti, après en remontant par Val-d'Illy, enfin les Creusets, Grand-Saint-Bernard, Dixence, jusqu'à Grimmens. C'est un livre édité chez Slatkin. Chez Slatkin. Puis l'année suivante, j'ai repris Grimmens, Zinal, Saint-Plon, Zermatt, Saint-Plon, et jusqu'à la vallée de Conche, Nufnen, et je suis redescendu de l'autre côté, par le Lutschental, Grand Montana, 55 jours de marche, 1100 km, c'était une vraie expérience, c'était tout à fait passionnant de redécouvrir mon canton d'origine, avec toutes les rencontres qu'on fait, les animaux, les hommes, les femmes, voilà. Et donc 2 livres sur ces promenades à pied. Un seul livre, 2 étapes, mais un seul livre, que j'ai poursuivi cette année avec la parution récente. C'est là où on s'était rencontrés à l'Isosation il y a 2 semaines, qui est la suite du premier, qui s'appelle La Suisse romande à pied, où j'ai poursuivi au fond cette pérégrination à pied en faisant cette fois-ci le tour de la Suisse romande en 38 jours. Je suis remonté de Saint-Maurice, moi je suis originaire d'Evionnat, tout droit jusqu'à Fribourg, Bienne, les Hauts-de-Soleure, Weissenstein, Bâle, puis je suis redescendu par les... Toujours à pied. Toujours à pied, toujours seul, sac au dos. Donc voilà. Avec des photographies ou bien un livre illustré? Le premier était illustré, le deuxième n'a pas illustré parce c'était un peu plus monotone, disons. Le Valais, ça offre des perspectives, des différences, enfin, les Valaisans connaissent ça très bien. C'est peut-être plus... Ça se prête mieux à la photo que, disons, le Jura, quand on en a fait quelques-unes, ça se répète un petit peu. Donc, puis vous avez écrit un petit livre aussi, que j'ai pas encore fini, mais un tout petit livre sur le Valais. Alors un deuxième, effectivement, qui s'appelle La République des glaciers. Voilà. Alors c'est tout à fait différent, c'est un Belge qui a d'ailleurs un chalet à Verbier, donc il connaît bien le Valais, qui est éditeur, et puis qui a une petite collection qui s'appelle L'âme des peuples. Puis on s'était connus une fois que j'étais à Bruxelles avec un ami, avec Richard Verly d'ailleurs, qui est le correspondant du Blick, qui est le directeur de cette collection. Il me l'avait présenté, on avait été manger ensemble, et puis on avait discuté, et puis comme il avait cette collection L'âme des peuples, qui normalement plutôt sur des pays, je lui ai dit, mais pourquoi pas faire un petit bouquin sur le Valais. Après tout, le Valais est un pays à lui tout seul. Et puis ça l'a titillé, on était en décembre, puis au mois de janvier, on s'envoie des vœux, puis il me dit, j'ai réfléchi à votre idée, allez-y. Puis voilà, c'est donc 190 pages, plus concis. C'est une espèce de présentation du canton, avec 3 interviews de 3 personnalités. Alors ma question, elle est un peu différente. C'est les livres qui vous ont marqué, 3 livres qui vous ont marqué dans votre parcours humain, on va dire. Alors, bon, c'est pas original, mais il y en a un qui a défini un peu ma carrière, c'était quand même Tintin. Pourquoi? Parce que quand j'avais 5-6 ans, à Noël, j'ai reçu, comme on recevait à l'époque, cadeau de Noël de mes parents, qui était Tintin, le secret de la licorne. Or, Tintin est un journaliste, et avec
envie de voyage, enfin sa passion de la découverte, je dois dire que ça m'a inspiré. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Ah voilà, Après, exactement. après, voilà, après mes études, je suis devenu journaliste. J'ai commencé au journal de Genève. Puis le deuxième alors, on va parler un peu de tout ça après. Oui, Le oui, deuxième. oui. Et puis le deuxième, c'est, on va dire, je vais citer, il y en a plusieurs de la même catégorie. C'est par exemple Primo Levi, si c'est un homme, la suite aussi de Bettelheim que j'ai connu. C'est Si c'est un homme, un immense livre, hein, je pense. Un immense livre. Et puis j'avais bien connu, et on peut aussi parler de ce livre-là, Bettelheim, qui était aussi donc un juif. Lequel parmi ceux de Bettelheim? Bruno. Oui, mais lequel celui qu'il a écrit sur sa déportation à Dachau. D'accord. Quand il a été, je ne me rappelle plus le titre, je l'ai lu aussi celui-là. Et qui est très bien. Et puis il se trouve que je l'ai connu parce que je lui avais demandé d'ailleurs, votre question est intéressante. Je travaillais à l'époque au Temps Stratégique, qui était une revue, on va dire, de qualité dans les années 80, et j'avais créé une rubrique qui était de faire une biographie par les livres. Donc, au lieu de raconter leur vie, souvent c'est des personnalités connues, c'était au fond les livres qui vous ont formé. Pourquoi et raconter la vie à travers le sens de votre question. Et Bettelheim, je lui avais parlé au téléphone, il vivait en Californie, et on avait eu un bon échange. Et Primo Levi, enfin, voilà, ça c'est des... Alors, j'ai l'habitude, après la séquence livre, de présenter le dictionnaire du diable, et puis de prendre une définition caustique avec une réaction immédiate, qui est celle, je n'ai pas pu l'éviter, de journaliste, alors je la lis. Écrivain qui tente de trouver sa voie dans la vérité et qui la disperse dans une tempête de mots. Et c'est suivi d'un petit poème de Barson Mate. Le plus cher à mon cœur entre tous ceux que j'aime, es-tu, toi dont les lèvres sont à jamais scellées et qui ne viendra pas ici me contredire. Ainsi chantait le gai journaliste, tandis que s'allongeait sous sa plume une ultime interview. Qu'est-ce que ça suscite chez vous, cette... Je le trouve très... Je connais un peu Ambrose Bierce, c'est son dictionnaire du diable. Je le trouve plutôt gentil. Hein. Il a la dent plus dure parfois pour d'autres personnes. Là, je le trouve plutôt assez gentil avec les journalistes. Moi, je suis plus sévère que lui. Après 43 ans, j'ai commencé en 80, ça fait 43 ans. Je suis devenu assez sévère avec ma profession. Je ne critique pas les personnes, mais disons la profession, parce que je trouve que comme il n'y a pas de hasard, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je voulais dire ça. Ce matin, je suis tombé sur un petit TikTok que je ne connaissais pas, c'est une séquence du quotidien de Yann Barthès, mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la personne qui était là. Peut-être vous la connaissez, en tout cas moi je ne la connaissais pas avant aujourd'hui. Je vais recommander un livre que je n'ai pas lu parce qu'elle m'a tellement plu dans son discours. Son livre s'intitule Pour les fêtes et la personne en question c'est Géraldine Moulman. C'est une philosophe journaliste qui, entre guillemets, sévit, mais non dans le bon sens du terme, sur France Culture, qui a animé des émissions comme C'est Politique. Et elle a commencé à répondre à une question, et c'est quelque chose qui me tient assez à cœur, de Yann Barthès qui l'interrogeait sur les fêtes. Et qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait, la première chose qu'elle a dit, mais la table est blanche. Et elle essayait d'établir en quelque sorte des faits communs sur lesquels on pourrait s'entendre parce qu'on est dans un monde où ces faits-là se dispersent et finalement il n'y a plus une base commune de consensus et en quelque sorte ça l'énerve beaucoup qu'on parle des faits du quotidien, les faits de CNews, les faits de France Culture et les faits peut-être de la télévision suisse romande. Alors quelle est votre perception dans ce champ-là qui doit vous intéresser énormément ? Oui, alors c'est une très bonne question, surtout qu'on n'arrête pas de parler de fake news, etc. Donc, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec son approche. Parce que c'est vrai qu'on a devant nous, c'est le cas une table blanche, on peut s'accorder là-dessus. Mais par exemple, je fais toujours, quand on discute avec des journalistes ou avec le public, là-dessus, je prends toujours une pièce de 5 francs, là j'en ai pas, une petite pièce.
Ça, c'est une pièce de 1 franc. Je demande, qu'est-ce que vous voyez là? Vous allez me dire, vous voyez Helvetia. Et je vais vous dire, pas du tout. Vous êtes dans l'erreur la plus totale, vous essayez de m'induire en erreur. Moi, je vois 1 franc. Je vois 1 franc. Et c'est vrai qu'il y a le mot 1 franc. Vous voyez, on a une même pièce, en même fait, on voit 2 choses différentes. Alors, la même chose. Apathy lui a répondu, le chroniqueur lui a répondu, c'est peut-être un peu dans ce sens-là, il a dit, mais en réalité, quand je m'exprime dans le champ télévisuel, c'est mon œil qui regarde les faits et pas un autre. Et donc, c'est mon angle de vue, etc. Absolument. Mais maintenant, cette table, elle est quand même blanche. Et ça devient un peu désespérant si on veut la nommer noire. Oui. C'est un peu dans ce sens-là, je pense qu'elle laisse s'exprimer. C'est quelque chose qu'on voit. D'ailleurs, là, on va parler des journalistes, mais le journaliste, il est dans la même position que le juge ou que l'avocat, par exemple, à ce sujet-là. Est-ce que cette table-là, elle est vraiment blanche? Alors, oui, oui, mais on peut voir des choses différentes. Vous qui êtes avocat, notaire, etc., vous savez, où la police, quand elle fait un constat d'accident, tout le monde a vu l'accident, personne n'a vu la même chose. Vous pouvez avoir des témoins qui vous disent la voiture était blanche, puis un autre, la voiture était grise. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on peut la toucher, on peut la voir, on peut tous voir, les deux voir ensemble que cette table est blanche, mais même pour un fait avéré qui est advenu, on peut voir des choses différentes parce que la subjectivité de celui qui observe est toujours importante. Et pour moi, ce qui est important dans le journalisme, c'est de tenir compte de cette subjectivité. C'est comme avec ma pièce de 1 franc, et dire oui, cette pièce, elle existe, on l'a tous les deux vue, mais elle a 2 faces. Et c'est les 2 faces qui nous donnent, c'est la compréhension de ces 2 faces qui nous donne une meilleure compréhension du phénomène. Quelle est votre réaction si je vous dis comme avocat à un journaliste, en vous montrant un jugement, qu'on a des juges du tribunal fédéral, dont des gens qui sont censés, respectables, qui ont certaines formations, qui confondent un débit bancaire avec un crédit bancaire? C'est quoi votre réaction à ce moment-là? Je sais que c'est des gens incompétents. Là, vous mettez dans le champ de l'incompétence alors. Ben oui, j'ai pas d'autres explications. Je sais pas de quoi il s'agissait. D'accord, non, mais tout à fait. Mais on peut dire aussi dans le métier de journaliste, dans le métier d'avocat, dans le métier de juge, etc., à un moment donné, dans la face inverse, on va dire, de la pièce, il y a l'incompétence et de l'autre côté, il peut y avoir également la malhonnêteté, la mauvaise foi, la perversité, etc. Alors ça, c'est tout à fait possible. De tempérament, je préfère miser sur la bonne foi des gens plutôt que sur leur malhonnêteté. Oui, mais on aura quelques sujets après qui vont, voilà. Je n'exclus jamais non plus la malhonnêteté aussi, bien sûr, alors, quand il y a des intérêts en jeu. On va revenir sur certains sujets qui fâchent tout à l'heure, mais... L'honnêteté est toujours un peu... On va revenir sur certains sujets qui fâchent, mais alors j'ai vu que dans votre parcours, il y a un moment donné où vous avez été entre 80 et 83 dans un journal que j'appréciais beaucoup, libéral, le journal de Genève, qui a disparu. Et encore aujourd'hui, lorsque j'arrive à la fin de ma carrière et je vois le plaisir que j'avais de prendre, comment un journal de cette qualité, on peut dire quand même, hein, avec des plumes en tous les cas, même si c'était dans un certain sens, mais je veux dire qui informait, qui commentait et qui faisait réfléchir, on va dire ça comme ça. Je pense à Marianne Czapinski ou bien Claude Bonnier, ou bien l'ancien conseiller national Jacques Simon-Aigli, etc. Comment un journal comme ça, il peut disparaître? Alors, il y a plusieurs raisons, hein, c'est aussi un long débat. Il y a le fait que la base sociale de ce journal, ça a musé, d'une part, parce que on va dire, je vis à Genève depuis 45 ans, dire la base sociale libérale, la classe libérale, ou les protestants, vous voyez, un banquier, un pasteur, un professeur d'université, cette base-là, c'est un petit peu estompée. Donc il y a déjà peut-être moins de lecteurs. Il y a aussi le fait, l'avènement aussi du néolibéralisme, qui contrairement à ce qu'on peut dire, n'est pas une suite du libéralisme, à mon avis, une forme d'autre. C'était une tradition libérale dans le vrai sens du terme. Par exemple, moi je me souviens quand ils m'ont engagé au Journal de Genève, je venais de la gauche à l'époque, on était tous un peu à gauche quand on était étudiants, c'était pas un problème. Dans un journal de droite libérale. Aujourd'hui, c'est devenu impossible.
si vous n'obéissez pas à la doxa, vous n'entrez pas dans un média. Donc vous voyez, il y avait cette tradition, on va dire, d'ouverture d'esprit et de tolérance, de débat, qui a disparu. Mais parce que et vous avez participé ensuite, vous avez participé, je crois, au Nouveau Quotidien, oui, qui était quand même quelque chose d'assez spectaculaire, mais qui a duré, on va dire, 7 ans. Voilà. Finalement, une période assez courte aussi. 5 ans, et puis, 7 ans. Et puis c'était quand même quelque chose oui, pour ceux qui aiment le journalisme, qui aiment la liberté d'expression, le ton, etc. Ils avaient accès aussi sur les photos. Après, le problème auquel la presse écrite a été confrontée, elle a eu ses heures de gloire jusqu'à la fin des années 90, jusqu'en l'an 2000. Mais après, avec l'arrivée des réseaux sociaux, là aussi, la base commerciale, cette fois, s'est aussi réduite. Et vous expliquez de la même façon la Suisse, la disparition de la Suisse. Oui, absolument. La Suisse. Moi, j'étais rédacteur en chef de la Tribune quand on était en compétition avec la Suisse. Et c'était soit l'un, soit l'autre qui mourait. On perdait les deux journaux, perdaient 15 millions de francs chacun à l'époque. Donc c'était impossible de continuer. Et finalement, c'est la Tribune qui a, on va dire, entre guillemets, gagné. La Suisse a fait faillite, on a récupéré. Mais sans ça, la Tribune aurait disparu elle aussi. Ou ça aurait pu être la Suisse qui aurait gagné le concours et puis la Tribune de Genève aurait été éliminée. Parce qu'il y avait plus de ressources. Est-ce que le futur, c'est sans la Tribune de Genève, sans le Nouvelliste, sans le Journal de la Côte, sans la Liberté, etc. J'espère pas. Je suis très critique à l'égard de mes confrères, très critique à l'égard des éditeurs, parce que je trouve vraiment que ce souci de la diversité, du pluralisme d'opinion, malheureusement trop disparu. Mais je reste quand même fervent supporter des médias. Il faut qu'ils continuent, enfin j'espère qu'ils continueront à exister. Votre regard, sous par une exemple, forme papier ou une autre, mais en tout cas que les médias... Votre regard, par exemple, sur le financement public ou non des médias sous une forme plus... on va dire, plus agressif, plus volontaire que celle qui est aujourd'hui, qui est en gros limitée aux frais postaux, aux affranchissements, etc. Je suis un peu réservé là-dessus, pour être franc. Parce que je trouve ça qu'il y a une compétition entre, on va dire, médias publics, entre guillemets, comme la SSR et puis le privé. Il y a déjà presque plus de compétition, déjà de concurrence. Ils disent tous la même chose, parce que les sources sont toujours les mêmes. On copie les dépêches AFP, qui sont Reuters, etc. Vous lisez l'un ou l'autre, c'est pratiquement toujours la même chose. Bref. Donc, enfin voilà. Juste c'est demain, qu'est-ce que ça sera? Est-ce que demain, c'est sans le papier? C'est sans ce genre Le support est une chose. Moi, j'ai une petite affection quand même pour le papier, après avoir vécu toute ma vie professionnelle là-dedans, donc je souhaite que ça reste. Si c'est plus le papier, mais au moins que le média en tant que tel, avec des journalistes accrédités, et si possible des autres. Le problème de la presse, c'est que il n'y a plus que 3 ou 4 éditeurs. En Suisse, il n'y en a plus que 3 pratiquement. 3 ou 4, si on met encore la NZZ. Vous avez TX Group, Ringier, NZZ et puis Schweizer Media. Disons 4, c'est tout. Mais quand j'ai commencé, il y en avait 40. Et si je me faisais licencier du Journal de Genève, j'étais immédiatement engagé par le concurrent. Maintenant, c'est plus possible. Donc, cette perte de diversité des éditeurs fait que les journalistes vivent un peu sous la botte de la perte de perdre leur boulot. Voilà, et ça, c'est un danger. Est-ce qu'on peut dire, France, par exemple, X, anciennement Twitter, qui est une sorte d'immense agence de presse, là, entre guillemets, là, en quelque sorte, une espèce de flux informatif où le simple Pékin finalement se dit mais à quoi ça sert d'avoir un journal puisque je vais à mon gré selon ce qu'on m'offre. Évidemment que ça fait une concurrence aux médias traditionnels et donc de ce point de vue-là, ça réduit l'importance des médias, on va dire, classique. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, vous qui avez été très proche de ce milieu? Et notamment parce qu'ils ne payent pas les droits. Vous voyez, s'il y a encore, c'est encore un autre problème, parce que le problème principal, il est d'abord commercial, économique, on va dire. Donc, le fait que ces réseaux sociaux ne payent pas les droits... Est-ce qu'il y a une responsabilité du journaliste en tant que tel dans cette dégradation
moi je pense... de l'accueil par le public de la presse écrite. Ouais, je pense que ce que j'entends, hier soir j'étais encore à une conférence là sur la Palestine, Israël, et même dans ce débat-là, qui est un petit peu mieux structuré que celui de Ukraine-Russie, disons un peu plus ouvert. On va venir sur ces deux sujets. Oui, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Mais on s'aperçoit que les gens, une bonne partie du public, est absolument frustré et se détourne des médias parce qu'ils ne trouvent plus dans ces médias justement l'expression d'une diversité. Moi, quand je vais écrire un article qui défend, on y viendra, mon point de vue, mais j'ai toutes les peines du monde, après 40 ans de métier, à pouvoir m'exprimer. C'est pas possible, j'aurais jamais pensé ça il y a 20 ans. Alors, vous voyez. sur ce mot diversité, qu'on soit en désaccord, c'est une chose, mais qu'on n'accepte pas que je publie mon point de vue, c'en est vraiment une autre qui, à mon avis... Alors, au niveau de la diversité, je vais aller dans un autre registre, parce que vous avez été également public, député, membre du Parti démocrate chrétien, etc. Alors, au Grand Conseil Genevois, est-ce que le Grand Conseil, et là je parle des conseils généraux ici, je parle des grands conseils, etc., et je parle également du Conseil national, parce que finalement, ma question, elle s'adresse à tous ces gens-là à travers vous. Est-ce que le législatif n'est pas devenu une sorte de chambre d'enregistrement? C'est une courroie de transmission, oui, je suis assez d'accord. Mais est-ce que c'est pas un peu désespérant alors pour la démocratie? Oui, moi je pense que la démocratie est elle aussi en train de s'effriter gentiment. On est sauvé en Suisse par l'existence du référendum et du droit d'initiative. C'est ça qui nous sauve. Mais si et peut-être des communes, de l'existence et puis de la structure fédérale, qui fait qu'on a une force d'inertie, en l'occurrence, qui est positive parce qu'on résiste aux caprices, on va dire, aux émotions du moment qui font qu'on fait vite quelque chose sur un coin de table, puis en réalité, ça tombe à côté. Alors, Mais, non, moi, c'est une très grande préoccupation. Alors, on a l'exemple de la démocratie américaine, qui est un modèle, et puis dont on voit qu'elle est elle aussi en crise, mais chez nous aussi, en Europe aussi, y compris au niveau des droits fondamentaux des citoyens. Par exemple, pendant la crise du Covid, je suis désolé, je trouve qu'on a été mis sous cloche de façon injuste et absurde, et qu'on a limité du jour au lendemain des libertés fondamentales de culte, de commerce, d'expression, de ceci ou de cela, sans débat. Quand on ait pris des mesures pour lutter contre la pandémie, c'est une chose, mais qu'il n'y ait pas de débat politique, et qu'après coup, j'essaie plusieurs fois de déposer des motions pour faire un bilan, non sanitaire, mais aussi social et politique, impossible d'entrer en matière. Ça nous a coûté des milliards, et on ne peut pas en parler. Vous voyez, pour moi, c'est quelque part un problème démocratique. On doit apprendre de ce qu'on a bien fait et de ce qu'on a moins bien fait pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Pas possible d'engager le débat, même dans un parlement. Curieux, hein. Vous avez dit tout à l'heure, un peu en souriant, que vous étiez du centre-gauche à un moment donné, etc. Et ici, j'étais très à gauche quand j'étais jeune. Même très à gauche, alors je ne sais pas. J'ai vu que vous étiez entré à l'UDC. Non, Parti démocrate chrétien, et qui a eu effectivement ce dérive, ou bien ce voyage, comme vous voulez. Hein. Je pense que vous utiliserez plutôt le mot voyage vers l'UDC. Qu'est-ce qui a provoqué c'est un cheminement, c'est aussi un long cheminement, hein, parce que ça fait 25 ans que je fais de la politique. Effectivement, j'étais au PDC avant, qui m'avait tout à fait convenu. Après, on a eu des problèmes internes, on va dire, là aussi liés à la manière dont la démocratie s'exerçait à l'intérieur du parti. Voilà. Toujours est-il qu'après 20 ans, je me suis dit non, on ne me refait pas toujours les mêmes coups. Enfin bref, je suis parti, j'ai claqué la porte. Et puis je suis devenu indépendant pendant 3 ans. Et puis la fin de l'année passée, donc on avait des élections au début de cette année, il y a 4 partis qui m'ont approché. Je pensais ma carrière totalement terminée. Je m'apprêtais à finir tranquillement. Puis là, tout d'un coup, en octobre, 4 partis qui viennent me voir en disant « Ah, mais si tu ne voudrais pas venir avec nous, etc. »
Puis je me suis dit, bah, tiens, j'ai encore une valeur, on va dire, sur le marché parlementaire, enfin pour parler comme ça. Ça m'a fait poser la question, j'ai discuté avec les uns les autres. Et puis là, Céline Amodru, qui était là, toujours d'ailleurs la patronne, enfin la présidente de l'UDC Genève, j'étais en Vietnam, téléphone, on prend rendez-vous en arrivant, et je dois dire, très bon contact, très clair, pas de fausses promesses, pas de blabla, enfin en 40 minutes c'était poussé. Je me suis dit, bonne impression, ça me plaît. Je dis, après 20 ans voilà, j'aime qu'on soit clair. J'ai passé l'âge on va dire, des trucs un peu tortueux, bref. Et puis je me suis dit, bon, quand même, c'est un peu un saut, hein. Pour moi, c'était pas si évident que ça. Et puis en réfléchissant, il y a alors ça c'est un peu les circonstances, il y a deux choses qui m'ont fait adhérer, c'est la défense de la neutralité. Pour moi, c'est essentiel, c'est dans le cœur, l'ADN de la Suisse. C'est aussi tout ce qui est le truc wokisme, etc. Je trouve qu'on entre là-dedans, alors là, dans une vraie dérive pour moi, parce que finalement, là, on nie même les faits, on nie même qu'un homme donne, enfin, on peut y revenir tout à l'heure, enfin, ça me semble complètement. Moi, je ne sais pas si je veux aller dans cette direction. Non, mais pour dire, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est des choses comme ça, et aussi sur le conflit Russie-Ukraine, vous étiez moins de parti pris que d'autres, enfin bref. Donc je me suis dit finalement, je vois qu'il y a pas mal de choses en commun. Mais quand on adhère à un parti, on n'est jamais 100% d'accord avec le parti. Mais si on est d'accord à entre 60 et 70%, pour moi c'est bon. Après, il y a toujours des choses qui vous plaisent ou comment vous avez ressenti là, comme citoyen, comme journaliste, comme démocrate, le fait que Charles Poncet il a été élu au Conseil national et puis immédiatement après a décidé de laisser sa place au deuxième? Oui, c'est une question qui peut se poser, effectivement. Personnellement, j'avais pensé qu'il resterait un certain temps. Alors peut-être pas jusqu'au bout, mais j'avais plutôt pensé, je l'avais dit d'ailleurs, je pensais qu'il resterait 1 an ou 2, histoire effectivement de remplir en tout cas une partie de son mandat. Après, voilà. C'est pas une sorte là, je vais utiliser un terme un peu fort. C'est pas une sorte de trahison de la démocratie? Alors, c'est une petite entorse, je veux dire des choses comme ça. C'est vrai, d'une part. Mais d'autre part, si on regarde la configuration, il y avait un élu qui était là, qui était en place. Il est arrivé juste devant. C'est pas qu'il a, je sais pas, viré de bord. Non, il n'y a pas d'absence de légitimité de celui qui sera conseiller national. C'est pas ça que je dis. Hein, pas... Mais c'est vrai qu'idéalement, il aurait, à mes yeux aussi, enfin je le dis en toute amitié pour lui d'ailleurs, je pense qu'il aurait pu faire renfermant la liberté d'expression. Il aurait pu faire un petit tour de piste, et puis après, voilà. Peut-être qu'il en a fait assez auparavant pour savoir que si cette configuration arrivait, il aurait... Je pense qu'il avait aussi, parce que vous voyez, quand vous faites une campagne, vous avez des relations personnelles avec les gens, vous êtes tout le temps ensemble, ça le gênait aussi de voir pris la place, entre guillemets, de quelqu'un en place, ce que je peux aussi comprendre. Alors je vais peut-être vous surprendre dans ma prochaine question là. Quand je regarde un match de football, Colombie-Paraguay, je suis pour la Colombie pour une raison complètement subjective, parce que je connais très mal la Colombie, encore moins le Paraguay. Je pourrais être pour l'une ou l'autre équipe. Mais je suis pour la Colombie parce que j'ai adopté 3 enfants de Colombie. J'ai envie de dire sérieusement à Guy Mettan, est-ce que c'est parce que, d'après Wikipédia, vous avez adopté une fille russe que subjectivement vous vous positionnez du côté de la Russie? Alors, je vais répondre oui et non, si vous me permettez. Vous avez le droit. Voilà. Oui, parce que le fait que j'ai adopté notre fille, Oksana, avec ma femme, donc c'était en décembre 1994. C'était son prénom déjà à l'époque? Vous n'avez pas changé son prénom? Non. Et puis, elle était dans un orphelinat, c'était l'époque en Russie où il y avait des milliers d'enfants un peu dans la misère, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger, enfin bref.
qu'on a décidé d'adopter. Elle est venue avec nous, ça fait 29 ans maintenant, ouais, exactement. Et puis, du coup, ben, j'ai connu ce pays. J'y avais été comme journaliste, comme ça. Et là, en ayant un lien, on va dire, familial direct. Donc il y a une affinité élective, subjective, immédiate. Le hasard, peut-être, comme vous avec la Colombie. Tout à fait. Donc, c'est affectif, c'est de l'ordre de l'émotionnel. Mais j'avais rien de particulièrement politique. Surtout qu'à l'époque, la Russie était très bien vue du temps d'Yeltsin par l'Occident. Il n'y avait pas d'animosité, en tout cas rien de particulier. Au contraire, donc c'est ça qui m'a amené. J'ai connu des gens, j'étais très ami avec une famille de physiciens, parce que lui venait souvent au CERN à Genève. Et puis de fil en aiguille, le cercle s'est élargi, j'ai voyagé, j'étais là-bas, on a été en vacances, vous voyez. Donc j'ai appris à connaître ce pays, j'ai appris à l'aimer, tout à fait. Et puis après, en 2000, Poutine est arrivé au pouvoir, j'ai vu les changements, j'ai vu ce que Poutine avait fait pour ce pays. Parce que c'était la misère avant lui, et maintenant c'est pas l'opulence, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que c'était avant lui. Donc il a reconstruit ce pays, et c'est pour ça que les gens lui en sont reconnaissants, ils continueront. Alors après on peut discuter des autres aspects, mais après on m'a demandé de prendre la présidente de la Chambre de commerce Suisse-Russie, j'ai organisé des dizaines de voyages avec des conseillers d'État, enfin tout ça, j'ai accompagné des conseillers fédéraux, c'était nickel chrome, personne n'a rien à redire, même des conseillers fédéraux qui me demandaient des conseils, puisque je connaissais quand même, j'ai été plus de 80 fois en Russie. Est-ce que vous parlez russe? Je baragouine, pour être honnête, c'est un peu mon problème, j'essaie d'apprendre, voilà. Je peine un peu. Mais enfin, je me débrouille, on va dire comme ça, je peux survivre sans problème. Et puis après, alors les circonstances politiques ont changé, et là on peut en parler, mais... Non mais la question qui me venait, parce que vous avez utilisé le mot Poutine, je me suis dit, en fait, un journaliste, il pourrait aussi répondre à la question suivante. C'est quoi finalement les défauts de Poutine pour un ami de la Russie? Écoutez, les défauts, personnellement, je pense qu'après une série de 12 ans, une série de 8, je pense qu'effectivement, il est peut-être temps de laisser la place, ou de préparer la suite, on va dire les choses comme ça, je vais dire de façon diplomatique pour ne pas fâcher mes amis. Non, là, je pense qu'il serait temps peut-être de passer la main. Cela dit, je sais aussi que c'était pas... je connais quand même assez bien, j'y vais souvent. C'était pas forcément dans l'idée de Poutine de prolonger indéfiniment ses mandats. Mais chaque fois, il y a toujours eu des problèmes qui sont intervenus, qui font que ça... Par exemple, en 2014, il était prévu de faire un grand remaniement gouvernemental. Tout d'un coup, arrivent les événements de Maïdan, où on renverse de façon totalement illégale un président légalement élu, quoi qu'on pense de lui, qui avait été reconnu par tous les gouvernements européens. Et là, tout d'un coup, plus rien. Donc, je me dis, mais... Vous voyez, chaque fois, il y a un problème, etc., qui fait que, après, il y a des tentatives, à mon avis, organisées par beaucoup de services secrets occidentaux, pour essayer de forcer la main, installer au pouvoir. On a vu toutes ces révolutions oranges qui naissaient pas de rien. C'est pas né comme ça par hasard, qui était provoqué. Madame Leland, qui est la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires étrangères, elle a elle-même dit, nous avons investi 5 milliards de dollars en Ukraine pour changer le gouvernement, il est temps qu'on récupère nos investissements. C'est elle qui le dit, elle l'a dit devant une commission du Sénat. Lorsque vous entendez... Si je suis à la place de Poutine, ça m'énerverait un petit peu. Ouais, lorsque vous entendez, par exemple, un député européen comme Raphaël Glucksmann, qui s'exprime pour nous, Suisses, qui l'écoutons, etc., il a une certaine réceptivité, etc. Et on va dire qu'il a le discours complètement à l'opposé du vôtre. Absolument. Comment vous réagissez, vous, comme citoyen, ami de la Russie,
quand vous entendez cet homme-là qui est dans sa façon de s'exprimer, dans les mots qu'il pèse, etc., on va dire, disons, efficace, et puis il essaye d'être sur le réel des faits, je dirais. Oui, alors, je connais bien. Je l'avais invité d'ailleurs à un festival de philosophie quand je faisais ça. On va parler de ça aussi après. Donc, je le connais bien. Voilà, je suis un peu ce qu'il fait. Pour moi, le problème des gens comme ça, et notamment de Glucksmann, c'est qu'ils ont, on parlait des fêtes tout à l'heure, c'est qu'ils ont des fêtes extrêmement sélectifs. Ils choisissent les fêtes qui confortent leur point de vue, jamais les autres. Prenons le cas, par exemple, de l'annexion de la Crimée. On a dénoncé la Russie et Poutine parce c'était odieux l'annexion de la Crimée en 2014. Que dit M. Glucksmann de l'annexion du Golan par Israël depuis 50 ans? Pas un mot. C'est le même comportement, la même chose, même violence. C'est encore pire parce qu'on n'a jamais demandé aux habitants du Golan par référendum ce qu'ils voulaient. Au moins Poutine a fait l'effort de le faire. Jamais. Et là, il n'y a pas un mot. On bombarde. Dès qu'il y a un enfant tué par une bombe, ce que je regrette, tué en Ukraine par une bombe russe, c'est un scandale à une des journaux. Il y a 6000 enfants massacrés par des bombes israéliennes à Gaza. Pas un mot, M. Glucksmann n'a rien à dire. Ma question initiale, c'est cette sélection des faits-là qui me gêne. Ma question initiale... S'il était objectif, les deux, pas de problème. Ma question initiale sur votre adoption, etc., et l'affinité élective qu'on peut avoir par rapport à notre monde, etc., est-ce que ce n'est pas une partie de la réponse à un rappel de Glucksmann? Je vous poserai une question quasiment identique, vous comprenez? Donc finalement, est-ce que c'est notre subjectivité finalement qui empêche de dire la table est blanche? C'est ça en partie, enfin largement, mais moi j'assume ma subjectivité, j'aimerais que les autres fassent de même. C'est-à-dire que... Lui aussi, je pense. Et lui aussi, non mais la question c'est qu'on mette face à face les gens. Si on me met face à un Ukrainien qui lui est victime, j'ai pas de problème, parlons-en. Qu'on m'invite à une table ronde où on peut en discuter franchement face à face sans qu'on soit censuré par le journaliste après 2 minutes. Ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Vous êtes évacué du système. Donc, c'est ça le problème. Est-ce que ça a été pour vous une fierté lorsqu'on vous a donné la médaille de l'amitié russe? Oui, à l'époque, ça ne posait pas de problème. C'est comme si j'avais reçu la Légion d'honneur. Donc, je n'avais pas de difficulté avec ça. Ça posait... et puis, est-ce qu'aujourd'hui c'est gênant ou bien vous l'assumez? Moi, j'assume tout à fait. J'ai pas principe, j'assume ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit. Si je me suis trompé, voilà, je me suis trompé, il n'y a pas de souci. Donc, j'assume tout à fait parce que c'était, on va dire, en reconnaissance service rendu, mais ce n'était pas des services, on va dire, de... Non, mais on a compris ça. Oui, c'est parce que j'ai fait des échanges culturels, il y avait l'adoption d'Aksana, j'ai fait des expositions, enfin des trucs scientifiques, beaucoup de voyages. Donc c'était ça, c'était pas parce que j'ai servi M. Poutine ou que je fais quoi que ce soit. Il n'y avait pas du tout de... Non. Le chemin de Guy Mettan vers la paix, que tout le monde souhaite, c'est quoi aujourd'hui pour l'Ukraine, la Russie et l'Est de l'Europe? Vous êtes avocat, vous avez la notion de justice. Pour moi, il n'y a pas de paix sans justice. Moi, je suis membre d'un institut qui s'appelle Geneva Institute, l'Institut de recherche de Genève pour la paix. J'y prie. Et c'est la conclusion à laquelle on arrive. Si on veut la paix, il faut d'abord la justice. Sans justice, difficile d'avoir la paix. C'est-à-dire qu'il faut la justice, et généralement pour les deux camps. Parce que la justice, elle décide d'un côté, mais normalement, il faut que les deux camps sentent que ce soit juste. Et à mon avis, que ce soit dans le cas de la Palestine, Israël, ou dans le cas d'Ukraine, non mais je dis, l'Ukraine. Il faut d'abord que les gens sentent que la solution qui soit prise incarne une certaine justice, elle soit juste.
Or, jusqu'à maintenant, On est sur ce chemin ou pas du on tout? n'en est pas du tout sur le chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la population ukrainienne, russophone, celle du Donbass, qui s'est sentie injustement traitée par l'actuel gouvernement, ce n'était pas le cas avant, mais par les 2 derniers gouvernements qui ont pratiquement interdit l'usage de la langue russe, qui est leur seule langue. C'est comme si tout d'un coup, chez nous en Suisse, les Suisses allemands nous interdisaient de parler français. Enfin, ils n'avaient pas interdit de parler le russe, mais on ne pouvait plus aller à l'école, plus acheter dans les magasins, plus aller à la poste, plus payer les impôts, plus avoir aucun truc administratif en russe. Il fallait tout faire en arabe. Pour nous, ça aurait été en suisse allemand et non pas dans leur langue. C'est un scandale. Là aussi, on n'en a jamais, pratiquement jamais parlé dans nos journaux. On ne peut pas comprendre l'origine de ce conflit si on ne comprend pas l'injustice commise face à ces gens. Il y a 43 personnes qui ont été brûlées vives dans un pogrom à Odessa au mois de mai 2014. Qui en parle? Il a fallu des mois pour qu'on reconnaisse l'existence de ce pogrom, qui a été brûlé par des gens d'extrême droite, Azov, qui ont pignon sur rue dans l'armée actuelle. Probablement que Glucksmann pourrait vous répondre que la sélection des arguments, etc. Mais moi, j'assume ma subjectivité. Ouais. Mais ça alors, c'est quoi la justice alors? J'aimerais qu'on les reconnaisse. C'est quoi la justice aussi, pour Guy Mettan? Comme pour la. Ça serait quoi la justice pour Guy Mettan et la direction qu'on doit prendre alors? Non, moi ce que je souhaite, là si je parle de Ukraine-Russie, c'est qu'on arrive à une cessation des hostilités dans toutes les guerres, partout. Israël, même chose. Parce que c'est incompréhensible qu'on continue à massacrer des dizaines de milliers de jeunes hommes, enfin ils sont de moins en moins jeunes, mais quand même, pour rien. Parce que personne va tout à fait gagner cette guerre. Ni les Russes, ni les Ukrainiens. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est que les Ukrainiens vont encore moins gagner que ce qu'ils auraient pu gagner au début du conflit l'année passée, s'ils avaient eu la sagesse de... Ils avaient signé un accord, les Ukrainiens. Enfin, au 28 mars, Zelensky a fait une conférence 2022, dit « Nous avons un accord ». Les négociateurs de Zelensky avaient signé l'accord à Istanbul. Donc, pourquoi on ne l'a pas appliqué? On avait signé les accords de Minsk, ils avaient signé en 2015. Pourquoi on ne les applique pas? C'est quand même incroyable. Zelensky envoie une délégation qui négocie un accord, qui le signe, et après, survient Boris Johnson, envoyé par les États-Unis, qui dit non, en aucun cas vous déchirez l'accord, on continue la guerre. Non mais franchement, au prix maintenant de 300 ou 400 000 morts. Arrêtons ça. Si on laissait Zelensky et Poutine dans la même pièce comme on est aujourd'hui, en 1 heure de temps, ce serait réglé. On va changer complètement de continent. Il y a quelque chose qui m'a intéressé. Ils parlent tous les 2 russes, ils se comprennent très bien. Sans interprète. On va passer à un autre continent, un tout petit moment, parce que j'ai quelque chose qui m'a assez intéressé. Vous êtes occupé de l'Afrique, de certaines relations avec l'Afrique. Et puis alors, vous avez quelque chose en vous qui dit que la gestion des capitaux et des investissements, c'est quelque chose de très important pour faire en sorte que on va dire, notre rapport à l'Afrique soit différent. Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu ou bien? Oui, alors je ne suis pas un spécialiste, mais c'est vrai que j'ai voyagé, j'étais dans cette chambre de commerce aussi Suisse-Afrique, j'ai des amis, enfin voilà. Et puis ce que je constate depuis, il y a eu un tournant en Afrique, pour moi il y a un tournant depuis 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que l'Afrique a vécu avec des régimes plus ou moins corrompus, même plutôt plus que moins, et puis dans une sorte de dépendance alors financière, économique, mais aussi intellectuelle par rapport aux anciennes puissances coloniales, une espèce de complexe d'infériorité pour schématiser. Et puis j'ai l'impression que maintenant c'est complètement en train de changer. Il y a une nouvelle génération qui arrive, qui en a ras-le-bol de tout ça, qui veut en finir avec cette espèce de colonialisme, néocolonial, enfin peu importe, et avec ces échanges inégaux. Et puis ils ne savent pas encore comment, c'est un peu, excusez l'expression, un peu chaotique, bordélique, pour parler français, mais ils sont en train de changer. Tous ces coups d'État auxquels on assiste, qui s'appellent des coups d'État patriotiques. Il y a le mot patriotique, on ne le dit pas. C'est une forme aussi de réaction par rapport à ça. Et par rapport à notre aide,
On parle de l'aide au développement et tout ça, puis aussi des ONG, puis qu'il faut donner des... Avant, on mettait dans le petit nez qui nous disait merci à l'église, dans le tronc de l'église pendant le carême. Alors maintenant, c'est des ONG. Ok. Mais dans la jeune génération africaine, ils en ont marre aussi de cette forme d'aide-là. Parce qu'ils trouvent que c'est du paternalisme. Ils trouvent que c'est une manière d'entretenir une forme de colonialisme sous prétexte de les aider. Alors on essaie de faire bien, il n'y a pas une volonté de nuire de la part de ceux qui le font. Mais vous voyez, c'est de plus en plus reçu comme ça, et avec raison, quelque part. Parce que c'est aussi les maintenir dans une forme de dépendance que de toujours arriver avec sa petite aumône, sa charité. C'est comme les dames patronesses au 19e siècle en disant « Oh, mais les pauvres, il n'y a pas de problème, on leur donne la charité, on n'a pas besoin de leur payer de salaire. » Ce que réclament maintenant les Africains, c'est d'avoir un salaire et qu'on arrête de leur donner la charité. C'est ça le changement. Et ça veut dire réformer notre manière de faire, qui consistait à piller les ressources du pays et à corrompre les dirigeants, parce que ça coûte moins cher de donner 30 millions de dollars à un président africain et quelques ministres que de payer les matières premières à leur juste prix. Si on fait ça... Est-ce que c'est cette voie-là J'ai lu un excellent numéro. On aura moins d'immigration, on aura moins... Alors voilà, c'est la question sur laquelle je voulais... Est-ce que cette question de gestion du capital, en quelque sorte, vers l'Afrique, c'est ça qui peut contrôler l'immigration? C'est la seule... Je ne vois rien d'autre. Pour moi, quoi qu'on pense des migrants, etc., quelle que soit leur raison économique, on ne migre jamais par plaisir. C'est pas par plaisir qu'on va ailleurs. Quand les Valaisans allaient en Argentine, ou je ne sais pas quand, au 19e siècle, c'était pas par plaisir, c'est parce qu'il n'y avait pas assez à manger ici, ou pas assez de ressources. Donc, c'est la même chose. Je ne pense pas que les Africains viennent juste dans le désir de nous nuire. Simplement, ils cherchent. Voilà. Et si on avait un développement mieux assumé, avec des prix de matières premières mieux rémunérés, avec des industries de développement sur place et non pas toujours ici, peu à peu, il n'y aurait plus de raison. On supprime les raisons d'émigrer. Mais je sais que c'est à long terme, c'est pas facile, mais commençons par le début. Il y aurait moins besoin de donner l'aumône. Moi, je suis plutôt pour qu'on fasse des prêts, mais donc un peu comme Amartya Sen, l'économiste indien, avait proposé des prêts. Prix Nobel d'économie. Voilà, prix Nobel d'économie. Des prêts bon marché, mais quand même des prêts, pas de dons, parce que le don est pernicieux en matière économique. Pour dynamiser le développement, ça me paraît mieux que la charité. Qu'est-ce qui vous a incité et d'où a surgi l'idée d'inventer, de créer le Club Suisse de la Presse? Moi j'étais rédacteur en chef de la Tribune et ma première lettre, je crois, quand j'étais nommé, ça a été de démissionner du Club de la Presse. Il y avait déjà des gens qui essayaient de le créer. J'avais recueilli de l'argent, ça n'avait pas abouti, il n'y avait plus d'argent dans la caisse. J'ai dit, mais non, ça suffit, nous-mêmes on perdait de l'argent. J'ai dit, supprimons les dépenses inutiles. Puis 2 ans après, ma Tribune allait beaucoup mieux. Puis l'équipe a dit, mais il faut que tu viennes. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Avec le journal de Genève, les 2 seuls médias qui existaient à Genève, on m'a dit, il faut que tu reviennes, on ne peut pas faire sans toi. Je dis, allons-y. Puis là, je me suis embrayé. Avec le comité, on a décidé de lancer, en collaborant avec l'État, qui a mis à disposition une maison. L'intention, c'était quoi? C'était d'offrir une plateforme aux journalistes suisses et aux journalistes étrangers accrédités aux Nations Unies à Genève, une plateforme de rencontre. D'accord. Et puis où ils puissent rencontrer aussi les personnalités qui viennent visiter la Genève internationale. C'est pour ça que j'ai reçu le Dalai Lama, Fidel Castro, tous ces gens-là. Henri Kissinger, qui est mort hier, je l'ai reçu en 1999. Donc en fait, ces gens-là, ils venaient faire des conférences ou des réunions dans le cadre des Nations Unies. Auxquelles étaient invités les membres du Club Suisse de la Presse. Alors souvent, je prenais contact avec les ambassadeurs, etc., pour faire venir la personne au Club de la Presse pour qu'elle prenne un peu de temps avec les journalistes. Parce que sur un pas de porte, c'est 3 mots, bonjour, au revoir. Et là, c'est minimum 1 heure de temps, donc c'est un vrai échange. C'était ça le but, ce que j'ai fait pendant 22 ans. Quoi.
Et puis alors, est-ce qu'on parle un peu de la fin telle que je l'ai comprise de ce club suisse de la presse? Il existe toujours. Non, mais de votre départ, on va dire, précipité, ou bien on peut Non. dire ça? Pas précipité? Il y a 22 ans que j'étais là, donc si on reproche à Poutine, on aurait pu le reprocher. Bon, c'est un peu différent. Mais enfin, après 20 ans, je pense qu'il y avait aussi une nécessité de faire autre chose ou de changer. Puis j'arrive à l'âge de la retraite, ça arrive. Et puis je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Mais, cette rencontre qui a dérapé sur les casques blancs, et puis... Oui, elle n'a pas dérapé, mais elle avait été contestée par certains médias. Ouais. Mais assez fortement. Est-ce que vous regrettez d'avoir... alors, on peut juste peut-être expliquer aux gens qui ne voient pas de quoi... Qu'est-ce que c'est les casques blancs et ce qui s'est passé pour que vous invitiez Madame... De 2011 à 2018-19, il y a eu cette guerre civile en Syrie, qui n'est pas tout à fait terminée d'ailleurs. Pendant cette guerre civile, il y avait beaucoup de négociations à Genève. Quand Genève existe encore sur la carte, maintenant c'est moins le cas avec notre ministre actuel des Affaires étrangères. Hein. Quand elle existait encore sur cette carte, beaucoup de négociations à Genève. Moi, j'ai reçu, dans ce cadre-là, tout le monde. Les gens du gouvernement, les gens de l'opposition, les religieux, les djihadistes, une table où il y avait le patron d'Al-Nosra, tous les coupeurs de tête étaient là. Hein, Et puis, donc je l'ai fait parce que j'ai toujours le souci de donner la parole à tout le monde. Les ONG, tout le monde a pu venir. D'ailleurs, les Ukrainiens ont pu venir parler de tout, il n'y a jamais eu de problème. Les casques blancs sont venus. Et puis non, les casques blancs, je ne sais pas s'ils avaient envoyé un délégué une fois ou pas. Mais après, il y a des journalistes d'investigation qui ont fait des enquêtes sur ces casques blancs pour dénoncer une supercherie, montrer, mais ça prouvait. Ça a été créé par un officier anglais qui s'appelle James Le Mesurier, un ancien des forces spéciales anglaises, financé par les services secrets, le département le ministère des Affaires étrangères anglais. Donc on se dit, pourquoi ces gens-là ressentent le besoin de financer cette association soi-disant de secouristes? Ben, vous contestez qu'il y a eu des populations civiles qui ont été sauvées par ces gens-là? Mais non, j'espère qu'ils en ont sauvé, j'espère. Des milliers, des dizaines de milliers. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais vous voyez, quand vous présentez un bébé, puis que vous le couvrez de peinture tomate, et puis que vous avez, pour montrer qu'il a été massacré par Bachar el-Assad, puis que la photo d'après, vous voyez le même bébé en train d'être lavé pour enlever la peinture tomate, je me dis, il y a supercherie. Il y a malhonnêteté. Ces gens-là ont fait ça. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait d'utile, je dis qu'ils agissaient de façon politique, contre un agenda politique, ce qui est le contraire du CICR, ce qui est le contraire de la Croix-Rouge. Alors qu'ils aient été le service ambulancier des djihadistes, pourquoi pas? Mais dans ce cas, qu'ils le disent, qu'ils ne se présentent pas avec des casques blancs neutres, reçus dans toutes les chancelleries, comme s'ils étaient le CICR. C'est un mensonge. Sur une partie de la Syrie, parce que l'autre partie, ils n'avaient pas accès non plus. Oui, alors là où, à l'époque, c'était un peu la majeure partie, mais non, plus le cas. Mais, vous voyez, je veux dire, donc c'était juste pour dénoncer une supercherie. Mais pourquoi faire autant de blé? Je crois que j'ai reçu des millions de... Il y avait vous savez, les trucs sur Internet, les chats comment j'étais attaqué sur Internet, des millions de mails, enfin pas de mails, de trolls, etc. Donc tous les services de renseignement, les machines, pour m'attaquer moi, attaquer le club, etc., relayé par quelques journaux. Ça a eu l'influence, ce moment assez particulier. Parce qu'en 2017, je suis parti 2 ans après. Non, moi, aucune importance. Alors non, moi, il suffit de me chercher, on me trouve. Non, alors moi, j'avais même l'envie de partir avant, ça m'a fait rester une année de plus. Mais, parce que franchement, et les critiques, c'est pour ça que je ne suis pas parti en 2018, parce qu'on aurait justement interprété ça comme une... J'aurais dit non, je ne donnerai jamais raison à ces gens, ces espèces de crapules qui ont essayé de m'attaquer. Et il n'y a pas eu une majorité à l'intérieur du club de la presse qui s'est dit que peut-être cette invitation-là, qui était quand même très proche, on va dire,
Alors, oui, alors, on pouvait me dire que j'étais pro-Bachar, c'était l'accusation qu'on a faite. Oui, ou pro-russe, en fait, parce que les Russes soutenaient Bachar. Alors ça, on a fait ces accusations-là, mais elles n'ont pas de fondement, parce que je peux vous prouver que j'ai reçu des délégations de djihadistes et d'opposition, et d'ONG et tout ça. Donc j'entends, il suffit de regarder les faits pour venir là, pour voir que j'ai donné la parole à tout le monde. Donc pourquoi, là, il faudrait que ceux-là se taisent et pas les autres? De nouveau, pour moi, la liberté d'expression, c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour quelques-uns, sinon c'est plus la liberté. Est-ce qu'elle est illimitée, cette liberté d'expression? Non, Dans un monde idéal, est-ce qu'elle devrait être illimitée? elle devrait, mais je pense qu'il y a quand même un minimum de précaution, il y a quand même un peu le respect des lois. Moi, je ne peux pas vous diffamer, je ne vais pas faire une conférence de presse pour diffamer Stéphane Riant. Enfin, vous voyez, il y a quand même des limites. Et là, c'est aussi, mais ça c'était mon rôle de modérateur, quand certains, je trouvais, dépasser un peu les bornes, en disant non, enfin, là ça ne va pas, vous retirez ce que vous avez dit, etc. Vous pouvez pas, vous voyez, il y a des attaques, des fois personnelles, enfin, il y a un minimum quand même de Vous avez à l'esprit correction. un acte d'autocensure que vous avez provoqué vis-à-vis de vous-même sans que quiconque ne vous... J'ai parfois, oui, parce que j'ai parfois renoncé à des conférences de presse. Je ne l'ai pas claironné sur les toits, mais j'ai reçu des tas. J'ai reçu, mais chaque année, je ne sais pas, une dizaine de pressions pour faire annuler des conférences de presse de la part du gouvernement, d'ambassadeurs, sans arrêt. Des gens qui étaient des ambassadeurs qui téléphonaient au Conseil d'État. Si je comprends bien, c'est plutôt l'inverse. Oui, mais du coup, j'ai accepté, donc je me suis auto-censuré, j'aurais pas dû leur dire oui. Ah d'accord, dans ce sens-là. Ouais, bah oui, j'aurais dû maintenir. Vous voyez, après, ou des sujets non traités par décision personnelle. C'est plutôt dans ce sens-là. Parce que moi, je ne me suis jamais tellement restreint. Mais disons, on va dire que parfois j'ai écouté des doléances qui m'étaient transmises. On va dire, oui, des ambassadeurs qui appelaient le Conseil d'État, le président du Conseil d'État à Genève, pour qu'il me fasse pression sur moi pour que j'annule une conférence de presse. Dans votre position, par exemple, d'ONG qui dérangeait rédacteur en chef de la Tribune de Genève, par exemple, vous êtes retrouvé dans cette position ou pas? Moins qu'au Club de la Presse. Au Club de la Presse, c'est très violent, parce que c'est la politique internationale. Et puis vous êtes harcelé, et après avec les réseaux sociaux, quand vous avez 1 million de trolls, passez un peu une mauvaise nuit, qui réclament la tête de Guy Metton, enfin même si c'est des trolls, enfin je veux dire, c'est quand même pas agréable. Pour la famille aussi, parce que puis après vous lisez malheureusement c'était le journal Le Temps, 3 articles dans Le Temps pour réclamer ma démission, j'ai jamais vu ça. C'est quand même un peu étrange. Vous êtes, on peut dire, c'est un point commun qu'on a, il me semble, je ne vous connais pas assez, mais sur la liberté d'expression, sur le fait qu'on doit liberté d'opinion, liberté d'expression, modalité d'expression, etc. Mais comment vous ressentez aujourd'hui, enfin, le fait, vous avez sûrement des amis musulmans, vous avez des amis juifs, vous avez des amis laïcs, etc., pro-palestiniens, pro-israéliens, etc., une sorte d'impossibilité d'entendre l'autre, d'écouter l'autre, comme si dans le discours même, il y avait une haine inscrite qui faisait que, quels que soient les mots qu'on prononce, ils sont foncièrement incompris si on prend pas un positionnement strict dans un sens ou dans l'autre. Moi, je vois ça comme une conséquence du fait qu'on a écarté l'esprit, la religion, hein, elle n'existe quasiment plus, mais la politique est devenue religieuse. C'est-à-dire qu'on a perdu le sens de la rationalité qu'on avait peut-être encore il y a 20 ou 30 ans pour adopter des postures qui sont d'ordre religieux et non plus d'ordre rationnel. Par exemple, tout ce discours sur l'axe du mal. Dans les conflits actuels, vous avez le bien, c'est Israël, qui peut permettre n'importe quoi, puis vous avez le mal, les autres qui n'existent pas, qui sont des animaux, comme a dit un ministre israélien. Même chose en Ukraine. Je crois le Premier ministre, même, il a dit. Oui, non, c'est un autre ministre, peu importe. Mais comment? C'est du discours d'ordre religieux, puis après on dit, il y a l'axe du bien, l'axe du mal. Puis l'axe du mal, c'est lire, enfin, tous ceux qu'on n'aime pas. Mais c'est du discours profondément religieux quand vous raisonnez en termes de bien et mal. Ça n'a plus rien à voir avec la rationalité. De croyance, donc. De croyance. Idéologique. Voilà, idéologique, mais encore un cran au-dessus, parce qu'idéologie, on pourrait dire, on peut encore discuter. Mais quand c'est de l'ordre du fanatisme religieux,
l'intégrisme, on va dire, avec une dimension religieuse. Ça vient discuter. Vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ce qui est très urgent, c'est qu'on relise Voltaire. Absolument. Non, mais absolument. Et ça, c'est devenu partout, même dans nos démocraties, même dans nos pays dits rationnels. Ce n'est pas seulement le Moyen-Orient, les musulmans, ou Dieu sait qui, ou les Russes, ou Dieu sait quoi, c'est général. Aux États-Unis, ils n'arrivent plus à se parler en démocrates et républicains. Ça fait 200 ans qu'ils arrivaient quand même à... Oui, parce qu'on entre dans une dimension qui, moi, relève du fanatisme religieux. Alors, il faut, et je reviens à la Suisse, c'est pour ça que je suis très critique avec Cassis, parce que la Suisse, un des rôles, c'était d'offrir cette plateforme pacifique, un peu pacifiée, un peu plus calme, un peu plus sereine, qui permette aux gens qui se vouent une haine de se retrouver, peut-être d'entamer le dialogue ou d'être dans la pièce d'à côté, comme ça se fait. Ils sont chacun dans une pièce séparée, mais à côté. Ils ne sont peut-être pas encore face à face, mais c'est ça le rôle de la Suisse. Et pour moi, qu'on renonce à ça, je trouve que ça apporte encore de l'eau au moulin à ce type de non-communication. Pour les dernières minutes, je vais réserver les dernières minutes à ce conflit entre Gaza et Israël, à ce 7 octobre, etc. Vous avez eu, à travers toute votre carrière de journaliste, un regard sur cette évolution-là. Nous sommes de la même génération. On a connu 67, on a connu ensuite Kippour, 73, les accords d'Oslo, toute cette évolution. Je pense qu'on a lu l'un et l'autre pas mal sur la Shoah et on a vu l'évolution des pays arabes, etc. C'est quoi le regard de Guy Métan aujourd'hui sur ce drame absolu qui se passe là en terre palestinienne et israélienne? Ben oui, vous avez bien dit, c'est un drame absolu, mais qui non plus n'est pas venu de rien du tout. C'est pas tout d'un coup que le Hamas a décidé, tiens, qu'est-ce que je fais ce matin, je vais tuer des Israéliens. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Les choses sont quand même très différentes. Vous avez vécu, je dis 70 ans dans des camps de conditions de vie absolument atroces. Mais est-ce qu'on doit remonter à 1947, franchement? Moi, je pense qu'on ne peut pas ne pas remonter jusque-là. Parce que c'est là où a été prise la décision de faire 2 États. On n'a jamais fait. Donc il faut quand même essayer d'expliquer pourquoi. Il y a des gens qui doivent se justifier. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si cette solution-là est celle de l'avenir, parce qu'elle paraît bien compromise. Peut-être que c'est un État unique, confédéral, ou etc. J'en sais rien. Moi, je ne peux pas parler à leur place. C'est à eux de négocier ça. Ce n'est pas à nous de dicter ce qu'ils doivent faire. Mais je ne peux que constater ça. Et que chaque fois, malheureusement, les gouvernements israéliens, même quand ils ont signé l'accord d'Oslo, que vous avez évoqué, on aurait dû. Tout a été fait. On a de nouveau signé, mais après, on a utilisé toutes sortes de subterfuges pour ne pas le faire. On a saboté l'OLP en créant le Hamas. Le Hamas, c'est une création large, pas que, mais en tout cas largement encouragée par Israël pour saborder l'OLP, parce que l'OLP voulait son État. Pour ne pas faire l'État, on soutient le Hamas contre l'OLP. Puis maintenant, ça nous rebondit à la figure. Voilà, mais ça, c'est la réalité. Si on ignore ça, moi, je trouve que c'est comme un crime. On ne peut pas dire qu'il y a eu le crime puis il n'y a rien eu avant. Il y a des antécédents, alors ça n'empêche pas un criminel d'avoir commis un crime, mais il faut quand même savoir pourquoi, comment... Comme il n'y a pas de hasard, même dans les questions que je pose, au moment où vous entriez dans mon bureau, je terminais un téléphone avec quelqu'un qui était au Koweït et qui me racontait ce qui se disait là-bas par des Juifs, parce qu'il y a des Juifs au Koweït, et par des Arabes, et il disait, si le cessez-le-feu n'intervient pas, alors ça sera très 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 grave parce que les Iraniens ils vont passer à un cran supérieur. Est-ce qu'il faut craindre cette absence de continuation finalement, alors qu'aujourd'hui les Israéliens disent mais c'est impossible pour nous de ne pas continuer cette guerre et de tenter de... Évidemment qu'il faut le craindre. Il faut le craindre d'abord parce qu'il y aura toujours des milliers de morts en plus, de victimes totalement innocentes, des enfants. Je ne vois aucune nécessité de poursuivre ce massacre. Première chose. Puis deuxième chose, comme vous dites, on n'est jamais à l'abri d'une escalade.
C'est la même chose dans toutes les guerres, hein, Palestine, Ukraine, ailleurs aussi. Mais celle-là, elle est aussi particulièrement, on va dire, incendiaire. Parce que les Iraniens n'ont pas l'envie d'intervenir, ils l'auraient déjà fait. Parce qu'ils savent aussi les risques et tout ça, et les Américains non plus. Pourquoi M. Blinken Mais est retourné... Joe Biden maintenant a fait une sorte en tout cas, une sorte de stop diplomatique pour expliquer aux Israéliens. Blinken est de nouveau arrivé ce matin à Jérusalem, c'est pas juste pour serrer des mains et boire des cocktails. Donc les Américains sont aussi inquiets, Biden aussi, ne serait-ce que pour des raisons électorales. Ce qu'on ignore, c'est qu'aux États-Unis, vous avez des centaines de milliers de juifs, pas de musulmans, qui manifestent en faveur de la paix. La Central Station était envahie de protestataires juifs contre ce que fait le gouvernement israélien. Dans les universités, la même chose, etc. Et dans le monde arabe, alors je ne sais pas au Koweït, mais dans le monde arabe, les dirigeants arabes ont aussi la trouille. Pourquoi? Parce que l'opinion publique arabe est totalement pro-palestinienne. Donc on parle des Iraniens, ok, mais que l'opinion publique égyptienne, là où il y a du monde, on va dire, Koweït, c'est peut-être pas beaucoup de gens, mais là où il y a un vrai peuple, les peuples arabes, donc ça peut créer aussi... Donc, et pour Israël, qu'est-ce qui va se passer si vous avez de nouveau... Non pas, les gouvernements sont plutôt favorables à la paix, mais si ces gouvernements devaient sauter parce que le peuple, la rue est en colère, est-ce que ce sera bien pour Israël, franchement? Est-ce qu'ils vont beaucoup gagner là-dedans? Est-ce qu'on peut terminer ce moment par une note d'espoir en espérant qu'il y a des dirigeants d'Israël qui vont prendre en considération les intérêts de tout un chacun. Ouais. Espérons. Je comprends qu'après l'attaque du Hamas, Israël, évidemment, je veux dire, ça aurait rendu furieux n'importe qui. Et une riposte était absolument légitime. Mais après, il faut savoir s'arrêter. Hein. C'est toujours la même chose. Alors, Guy Mettan, MPCM, merci pour ce moment. Merci à vous.